Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir Léa Naon, artiste tatoueuse incontournable au style croquis bien affirmé. Dans cet épisode, Léa nous parle de ses débuts dans le tatouage et ses nombreux voyages, de sa force créative, de la puissance de l'art et son analyse du tatouage d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je reçois Léa Naon. Salut Léa. Salut. Ça va? Oui, ça va. Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on avait envie de faire cet épisode. Et puis, en plus, tu as eu la gentillesse de me prêter ton visuel pour le logo du podcast que tu avais dessiné avec ma tête. Et donc voilà, donc on va pas se mentir, je suis une grande fan de ton travail depuis longtemps. Et pour celles et ceux qui ont suivi mon blog Stéphayako ou le magazine Jeter l'encre, j'ai souvent parlé de toi, donc voilà, c'est pas une nouveauté. Je vais te présenter. Donc tu es tatoueuse, artiste tatoueuse depuis presque 20 ans, il me semble. Ouais, c'est presque. Très bientôt, ouais. Donc tu tatoues à bord de ton bateau, le Rainbow, à Douarnenez en Bretagne, après des années passées donc à tatouer aussi bien en France qu'aux États-Unis et en Belgique. Et donc, tu as su imposer ton style qui est assez reconnaissable et inimitable, enfin vraiment des croquis, des croquis sur peau. Et c'est vraiment du noir et blanc assez minimaliste, avec une galerie de personnages qui sont toujours très expressifs. Et voilà, je voulais commencer avec la première question habituelle, c'est quelle est ta propre définition du tatouage? Ma propre définition du tatouage, à mon avis, il y en a plusieurs, celle de la tatoueuse et celle de la fille qui se fait tatouer. Je sais pas. Moi, je vois le tatouage, en ce qui me concerne, pour moi, quand je me fais tatouer, je vois ça assez simplement. C'est une personne, c'est un moment. Ouais, c'est une personne surtout, c'est la rencontre avec la personne. Du coup, pour moi, c'est quand même super important le tatoueur, quoi. J'espère que les clients que j'ai, c'est la même démarche quand ils viennent me voir. Je pense qu'il y en a quelques-uns, c'est ça. Mais bon, il y a plein de gens qu'on connaît pas, donc le mieux c'est que ça se passe bien, quoi. Et puis voilà, pour ce qui est des gens, à mon avis, c'est un moment, quoi. Parce que c'est important le moment où tu te fais tatouer. Donc la définition, c'est le passage, quoi. Je pense. Donc que ce soit quelque chose de fun, quelque chose de triste, quelque chose de hyper perso ou complètement délire, ouais, c'est ce qui s'est passé sur le moment. Tu pourrais te faire tatouer une croix, ça te rappellera ce qui s'est passé ce jour-là, quoi. Oui, c'est l'échange qui se passe ce jour-là entre deux personnes, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Après, c'est sûr que l'esthétique compte beaucoup parce que c'est un peu nul de se retrouver avec un truc moche, mais sauf si c'est voulu. Oui, voilà, sauf si c'est voulu. Mais je pense que c'est vachement important le moment. Ouais, c'est comme un petit peu un rite de passage, tu vois, sans vouloir rentrer dans le tribal complètement perché, mais ouais, c'est l'instant, quoi. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que j'essaye la plupart du temps de que ce soit un moment chouette quand même quand je tatoue des gens, quoi. Oui, parce qu'au-delà du souvenir que tu as sur la peau, c'est vrai que c'est un moment aussi qui reste un souvenir. Enfin,
en tout cas pour la personne tatouée, c'est plus unique que pour la personne qui tatoue, j'imagine. Et donc c'est mieux d'avoir un bon souvenir de la séance, quoi. C'est sûr que c'est toujours plus sympa, quoi. Parce que si ça se passe pas bien, ça te poursuit un peu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis souvent en tant que tatoueur, tu te rappelles pas forcément tous tes clients. Enfin, normal, quoi, ça fait longtemps, mais tes clients en général se rappellent de toi. Donc c'est pas mal de laisser un bon souvenir quand même. Enfin, sans pour autant être faux cul et compagnie, hein, évidemment, mais bon, il vaut mieux être sympa et faire en sorte que tout se passe bien. Déjà que ça fait mal, alors en plus, si c'est désagréable. Et alors du coup, avant d'arriver au tatou en tant que tatoueuse, raconte-moi ton premier tatouage. Mon tout premier, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans et je m'étais auto-tatouée en fait une étoile sur le bras gauche, parce que je suis droitière et que je crois que j'étais en cours et voilà, et je repassais tous les jours cette étoile comme ça avec du rotring, tu vois, avec de l'encre de Chine. À force, ça restait un peu, enfin, tu vois, ça s'imprégnait et tout. Et puis un jour, j'accompagnais une copine se faire percer dans le fond d'un bar à Paris. Enfin, tu vois, le genre de tattoo shop super safe, hyper bien et tout. Et puis j'ai demandé à la nana si elle voulait bien me tatouer ça. Et elle m'a dit, ok, pas de problème, attends, les aiguilles, elles sont bientôt finies de stériliser. Mais t'inquiète, de toute façon, même si c'est pas fini, c'est moi la dernière qui les ai utilisées, du coup ça passe. Ça passe. J'étais là, oh bah cool. Finalement, ouais. Et toi, tu l'avais fait comment? Juste avec une aiguille et de l'encre de Chine? Moi, j'avais fait toute seule, ouais, comme ça, évidemment, ça n'avait pas tenu. Quand tu le fais toute seule, t'as pas envie de te faire mal, donc tu vas passer profond. Et du coup, elle me l'avait repassé. Je suis passée sérieusement entre les gouttes en plus, parce que voilà, on n'avait pas tous les mêmes problèmes, en tout cas, la même conscience de l'hygiène à l'époque que maintenant, et en tout cas, pas moi. Et voilà. Et du coup, mon premier, c'était ça. Et le dernier? Le dernier, c'est mon collègue Quentin Deroc, qui travaille avec moi sur le bateau, qui m'a tatoué le dessin du rainbow de mon bateau. Ah, cool. Ça fait 3 ans que je ne m'étais pas fait tatouer. Bah voilà, je sais pourquoi. Hein. Ça fait super mal. Tu te rappelles? Ah bah ouais, tu vas passer à un certain stade où tu as des tatous, mais partout. Même là, on a été obligé de faire des covers sur cover sur cover pour trouver une place, tu vois. Ah oui, ça déborde sur les autres tatous d'à côté. Ouais, c'est par-dessus, là, c'est tant pis, quoi. Mais ouais, puis entre-temps, il y avait eu l'enfant, etc. Enfin, voilà, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de me faire tatouer. Je préfère aller regarder un film. C'est mieux, quoi. C'est plus agréable. Mais voilà, le rainbow, j'étais un peu obligée de me le faire. Et puis le dessin, il était super. Et puis par Quentin, ça me faisait marrer. Et, donc voilà, j'ai fait. Mais forcément, les endroits qui restent un peu moins travaillés, on va dire, là où on y voit le plus, c'est ceux qui font mal. Donc forcément. Ouais, c'est ce que tu as su préserver jusqu'ici. À peu près, ouais. Et puis là, ça te rappelle qu'en fait, ça pique un peu et forcément, ça s'arrange pas avec le temps, quoi. Ça, c'est clair. Ah non, c'est de pire en pire avec le temps, tu parles. Et pour rembobiner un peu, tu viens d'une famille d'artistes. J'avais lu que tu as fait une école de cirque, que tu as fait une école d'art. Est-ce que le chemin était un peu tout tracé vers le tatouage ou au moins vers un métier artistique? Vers le tatouage, pas du tout. Hein. Ça, c'était pas du tout le truc. Mais après, artistique, j'étais en école d'art. Ça a été vraiment vite vu que le dessin, c'était quand même quelque chose. Après, le cirque, ça a été un passage quand j'étais vachement plus petite. Mais voilà, ça a été vite évincé avec l'entrée à l'école sérieusement et tout ça. Mais après, c'est vrai que le dessin, de toute façon, moi, je faisais que ça, même en cours de français. Donc, il y avait bien un moment où il fallait se rendre à l'évidence que c'était un peu ça que je devrais faire. Et j'ai fait l'école Boulle à Paris, qui était géniale, mais au niveau des cours et tout, c'était super. J'ai appris des tas de trucs. Mais voilà, c'était pour faire du design. C'était pour être Philippe Starck. Et moi, j'avais pas bien compris ça. Moi, je pensais que c'était pour dessiner, genre l'artiste, tu vois. Mais non, pas du tout. Et donc, dessiner des machines à laver, ça m'aurait pas fait triper pendant très longtemps, en fait. Donc, voilà.
Le tatou, ça s'est mis sur ma route peu de temps après le bac. Ouais, j'avais 19 ans quand j'ai commencé. Et je regrette pas parce que c'est quand même la meilleure école de dessin au monde, je trouve, quoi. Enfin, tu dois tout faire, tout savoir dessiner. Ouais, c'est ça. Mais du coup, comment ça s'est passé tes débuts à Paris? Ça a été un peu chaotique. J'avais trouvé un apprentissage chez Nico de Custom Tattoo qui n'a pas duré très longtemps. Mais c'est là que j'ai fait mon tout premier tatou. Donc voilà, après j'ai voulu laisser tomber le tatouage parce que après mon premier tatouage, je me suis rendu compte que je reprenais tout à zéro. En fait, tout ce que je croyais savoir en dessin et tout ça, je me disais que là, je reprends pour tellement d'années parce que c'est hyper complet et que j'y connais que dalle. Et j'étais là, j'ai 19 ans, j'ai quand même autre chose à faire. En fait, je vais peut-être aller voir d'autres trucs avant pour être sûre de me lancer là-dedans corps et âme, et je sais que je m'en sortirai jamais. Du coup, j'ai un peu laissé tomber, puis en fait, j'y suis revenue grâce à Fabrice, qui travaillait rue de Charonne. À l'époque, avait un magasin là-bas, et avec qui je m'entendais bien, à qui j'ai montré mon book, mais j'étais pas sûre, et puis il m'a rappelé, et puis il m'a remotivée, et puis en fait, j'ai commencé un apprentissage chez lui. Et lui, il était vraiment old school au niveau de la manière de m'apprendre, quoi. Tu vois, c'était vraiment... il fallait tout analyser, puis il faut se remettre aussi dans le cadre. À l'époque, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas toute la technologie qu'on a maintenant qui est facile, quoi. Donc, si tu voulais dessiner un dauphin, et que tu avais un petit peu conscience de faire les choses bien, quoi, fallait, tu vas à l'aquarium, quoi. C'était un peu comme ça que ça se passait, en tout cas avec Fabrice. Genre, il m'a fait faire une planche de rose un jour. Tu vois, les planches avec 5 roses, une jolie au milieu, puis des vues, machin. Et donc, tout en couleur, machin. Déjà, ça me saoulait parce que c'est hyper galère à dessiner des roses. Et puis, et je lui fais ses planches, je termine le truc. Je fais, voilà, j'ai fini. Il me fait, ah ouais, ok, tu les as bien gardées, tes roses? Ouais, ça fait 2 semaines que je suis dessus, ouais. Il me fait, ouais, les épines, elles sont dans quel sens? Je sais pas, les épines, des épines, comme ça, là, vers le haut, comme des cornes. Non, c'est vers le bas, sur le côté. C'est un truc d'autodéfense des fleurs. Donc, les insectes ne montent pas. Allez, tu recommences. Ah ouais, c'est bien étudié. Il fallait que ça soit le plus réaliste possible, quoi. Avec des modèles. Vous voyez ce que tu n'avais pas regardé, quoi. Ouais, et des vrais modèles. Et pareil, j'imagine, pour les machines, quoi. Fallait apprendre aussi à souder les aiguilles. Enfin, c'était pas, pas la même chose qu'aujourd'hui. Oui. Ouais, tu passais un petit peu de temps à faire des aiguilles, ouais. À te prendre les vapeurs d'acide dans le nez et compagnie, ouais. C'était bien. C'était bien, passer le balai et tout ça. Le vrai apprentissage, quoi. Le vrai apprentissage, mais super bien, parce que c'est vrai qu'il était autant au niveau dessin qu'au niveau technique. Je me souviens, au niveau technique, ça parlera surtout vachement plus aux tatoueurs qui écoutent ce podcast, mais il m'a fait tout apprendre à la 3, quoi. 3, c'est vraiment minimum d'aiguilles, bon, à part la 1 qui sert à rien, mais minimum d'aiguilles que tu peux avoir, et il n'y a rien qui est stable. C'est impossible de faire une ligne normale avec 3 aiguilles, enfin, c'est hyper chiant. Et du coup, il me faisait faire des tribales avec 3 aiguilles, et il me disait, voilà, si tu arrives à faire des traits propres avec une 3, tu pourras faire des traits avec n'importe quoi. Donc pour ça, je le remercie, parce que je suis un peu obsédée par les traits, je ne sais pas si tu avais vu. Un petit peu, j'en ai quelques-uns. Donc je le remercie pour ça, mais plus jamais je toucherai une 3 de ma vie, quoi. Je ne veux plus avoir rien à voir avec une 3. C'était une sorte de bizutage, quoi. Si tu sais tout faire à la 3, tu pourras gérer après. Tu feras ce que tu veux. Ouais, c'est un bizutage, mais en même temps tellement utile, quoi, parce qu'il avait raison, quoi. Et c'est vrai que si tu arrives à faire avec le plus trash, après, tout est facile, quoi. Et après Fabrice, t'es resté à Paris ou c'est là que t'as commencé à voyager? Non, j'ai commencé... J'ai bougé un tout petit peu, mais vite fait, c'était au Portugal. Mais après, je suis restée à Paris. J'ai galéré pas mal dans plusieurs shops. Je faisais genre 2 shops dans la semaine, plus chez moi le soir. C'était un peu n'importe quoi, essayer d'avoir un peu de sous, quoi. Et puis, je suis retournée chez Nico de Custom Tattoo, qui venait d'ouvrir un nouveau magasin un peu plus grand où on pouvait travailler à 2. Et voilà, j'ai recommencé à travailler un petit peu. Et puis, en fixe, on va dire.
Et puis c'est là que j'ai rencontré Karl Marx qui venait faire une interview sur Nico pour Tatouage Magazine américain. Ok. Et ça a été une rencontre qui, de pas longtemps, mais qui a mené à plein de trucs après, ouais. Ouais, justement, c'était ça ma question d'après. Raconte-moi un peu l'histoire de On the Road Tattoo Group. C'était une grande période de voyage, de conventions internationales. Ouais. Comment ça s'est passé ? Et ben ça s'est passé que voilà, j'étais chez Custom Tattoo et on était en mode on prend des vacances. Alors Nico il prenait ses vacances de son côté et puis moi j'étais là, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai 2 semaines de vacances, qu'est-ce que je vais faire de mes vacances ? Et du coup j'avais pas un rond, hein, évidemment, c'était pas non plus l'âge d'or du tatouage à l'époque et je me disais, au lieu d'aller me foutre à Punta Cana sous un palmier où je vais me faire chier, je vais peut-être aller voir un peu où est-ce que ça se passe le tatouage en vrai, quoi. Et je me suis dit, aux États-Unis, il paraît que ça marche bien. Et le seul Américain que je connaissais, c'était Karl. Du coup, je l'ai appelé en lui demandant conseil d'où est-ce que je pouvais aller et tout ça. Et il m'a dit, t'as qu'à venir. Il avait un magasin à côté de Santa Barbara à l'époque. Et il m'a dit, t'as qu'à venir avec moi, tu peux venir travailler. Alors déjà, je savais même pas qu'on pouvait voyager en travaillant. Tu vois, vraiment, c'était le départ. J'étais là, ah ouais, cool et tout, super. Ça m'aidera parce que j'ai que 600 € sur mon compte. J'ai tout mis dans le billet et j'ai plus d'argent pour là-bas, quoi. Donc, moi, je partais un peu à l'arrache. Et ok, super. Et puis, il me dit, je peux te loger. De toute façon, on a un appart au-dessus du shop et tout. Encore mieux. Il me fait, ah zut, par contre, j'ai la convention de Las Vegas qui tombe au moment où tu viens. Je fais, ouais, je veux pas te déranger. Il me fait, non, t'as qu'à venir avec nous. Même pas, mais j'ai jamais fait de convention. Moi, je sais même pas ce que c'est. Puis Las Vegas, laisse tomber, quoi. T'es malade. Et voilà, en fait, ça s'est fait comme ça. Je suis partie aux États-Unis et j'ai retrouvé Karl là-bas. J'ai passé, je sais plus, 3 semaines peut-être sur place à bosser dans différents shops là-bas. C'était pas mal à Los Angeles. Et dans le désert et tout ça. Et puis le voyage s'est terminé à Las Vegas, à la convention de tatouage de Las Vegas, où là, tu tombes avec les meilleurs du monde. Et toi, dans mon book, il y avait un peu de tribal, un peu de japonais, un peu de tout, pour montrer que tu savais tout faire. Je crois qu'au bout de 2 heures, le book, il a fini sous la table. Je l'ai planqué tellement j'avais honte. C'est pas assumé. Mais du coup, quand même, comme première convention, Las Vegas, tu fais fort, quoi. C'est pas la petite convention de quartier, quoi. Ah non, ça c'est clair. Non, si j'avais choisi, j'ai pas choisi, quoi. Ça m'est tombé dessus comme ça. Enfin, merci Karl, tu vois. Mais c'est vrai que moi je connaissais rien ni personne là-bas. Moi, j'étais, enfin, tu m'aurais vu, c'était quand même trop drôle, quoi, à tutoyer tout le monde et des situations super cocasses quand même où tu te retrouves au restaurant avec Cory Miller. Je sais pas si tu connais ce monsieur, un grand monsieur du tatouage à Los Angeles, puis un peu old school, quoi, tu vois. Et qu'à la fin du resto, je lui demande s'il est tatoueur, en fait. Et lui, ça le fait marrer. Il me fait, ouais, je suis tatoueur. Machin, ouais, c'est quoi ton shop ? C'est ça ? Ah ouais, cool, tiens, je vais aller voir. Je peux te dire qu'après, il se rappelait de moi, quoi. Il était mort de rire. J'étais la petite Frenchie qui comprenait que dalle. C'était super drôle, quoi. Mais du coup, j'ai rencontré plein de gens, tu vois. Je me suis fait tatouer par Juan Puente là-bas. Il y avait Kate Ellen Brand qui traînait là-bas, avec qui on est devenus potes, c'est qui est quand même l'héritière de tous les stencils originaux de Sailor Jerry, quoi. Enfin, s'il te plaît, là on parle carrément à des légendes et moi je comprenais rien du tout. J'étais il est sympa lui et tout, c'est cool. Donc voilà, ça c'était le départ, quoi. Donc grâce à Karl. Et alors vous avez continué à voyager justement, à faire ce type de convention ou de guest par-ci par-là? Ouais, on est parti à Las Vegas avec un mec avec qui Karl travaille à l'époque, Dave Sanchez, qui est de Los Angeles, qui travaille là-bas. Et puis on s'est bien entendu, on fonctionnait bien tous les trois pour bosser ensemble. Et puis au fur et à mesure, on s'est inscrits tous les trois à d'autres conventions. Et puis, je sais pas, le truc marchait bien, on a eu un peu envie d'officialiser. Et on a eu cette idée de On the Road Tattoo Group qui faisait qu'à force, c'était assez cool parce qu'on avait des gens qui nous suivaient, qui se faisaient tatouer soit par l'un, soit par l'autre, ou même les trois au fur et à mesure, et qui savaient que s'il y avait Dave dans le coin, il y avait sans doute Karl et moi, et inversement,
Et ouais, on se retrouvait comme ça, quoi. Donc, tu avais Carl qui bossait dans tel quartier de Los Angeles, Dave dans tel quartier. Ils se voyaient même pas forcément quand j'étais pas là. Et dès que je débarquais, par contre, on était collés tous les trois et puis on faisait nos trucs. On avait nos conventions d'été, les conventions d'hiver. Moi, je venais 2 fois par an pendant 1 mois et demi ou 2. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ça a duré longtemps? 4 ans, je crois. Ah ouais, Un truc comme ça. Et après, c'était les années en Belgique, à Bruxelles, dans un premier temps, à la Boucherie Moderne, qui est un haut lieu de tatouage contemporain et graphique, et aussi, puis après, l'ouverture de l'usine à Liège. Quels sont tes meilleurs souvenirs en Belgique? Tu as passé pas mal d'années à travailler là-bas. Ouais, j'ai passé 10-11 ans là-bas. Les débuts de la boucherie, c'était génial, quoi. C'était n'importe quoi. Moi, comment je suis arrivée là-bas? Je me souviens même plus. Ah oui, parce qu'on a organisé la convention à Paris, le Tattoo Art Fest avec Roberto. Super. Cette convention, parce elle que était géniale. Entre-temps, il y a eu d'autres trucs. Oh là là, Art c'est Corpus. vraiment le bordel. Oui. Il y a eu Art Corpus aussi. Ouais, j'ai commencé à bosser à Art Corpus au bout d'un moment. Là, c'était encore à l'époque où je faisais les allers-retours avec les États-Unis. Et du coup, rencontre de Roberto. Et puis, j'ai commencé à bosser là-bas. Donc là, c'était quand même un sacré joyeux bordel aussi. Parce que bosser là-dedans, je crois qu'on était 7 ou 8, 7 mecs et moi, quoi. Non, c'était génial. C'était super. Et puis, je sais plus ouais, c'est quand on a organisé le Tattoo Art Fest et j'étais. Comment je suis arrivée à la. Ah oui, je tatouais régulièrement aussi chez Franck du Havre. Un vieux tatoueur, s'il m'entend. Un tatoueur du Havre qui est là depuis super longtemps, etc. Et puis, et en fait, je partais avec lui à la convention de Berlin pour travailler sous sa bannière. Et le rencard, c'était à la Boucherie Moderne pour prendre une voiture pour aller à Berlin, en fait. C'est comme ça que je suis passée à la Boucherie Moderne et que je leur ai parlé du Tattoo Art Fest pour les faire venir à la convention. C'est là qu'on s'est rencontrés et ils ont débarqué avec le groupe de Noise, Tattoo Noise Act, où il y a le chanteur qui se faisait tatouer sur scène, tu vois. Ok. Et c'est comme ça que tu as rencontré Jeff et Kostek. Voilà, ouais. Et Pete et Guillaume, qui étaient là-bas aussi. Et du coup, j'ai trouvé ça marrant. Et puis le groupe m'intéressait bien, là, le groupe de musique de Noise qu'ils avaient. Et puis à un moment, je leur ai demandé s'ils avaient envisagé de prendre un deuxième tatoueur pour tatouer le chanteur sur scène, parce que ça me faisait marrer. Et puis ils m'ont invité, je me souviens, c'était à Noël, je ne sais plus de quelle année. Je suis complètement perdue dans les dates. Mais c'était un Noël comme ça, où on a joué dans un squat à Bruxelles pour tatouer Philippe, le chanteur, sur scène. Et puis et de là a commencé des allers-retours Paris-Bruxelles pour travailler à la boucherie. On s'est bien entendu. Et puis c'est vrai que au niveau boulot, c'était monstrueux, quoi. C'était génial parce que tu avais des styles complètement différents, mais hyper novateurs. Donc, dès que tu tournais la tête, tu avais l'autre qui avait fait un truc en pixel à côté, l'autre, il faisait de l'abstrait complètement n'importe quoi de l'autre, et tout était super. Et du coup, on se tirait la bourre vachement, ça te motivait, toi, pour créer, pour essayer de trouver des nouvelles techniques. Ouais, là, c'était quelques années d'exploration à fond, quoi. Il se passait plein de trucs, c'était génial. Ouais, ça crée une émulation créative d'avoir des super artistes et en plus effectivement des styles tellement novateurs ouais, non, c'est clair, c'est génial. Puis c'est un shop quand même assez emblématique et qui a vu passer pas mal de beau monde. T'es resté combien de temps à la Boucherie Moderne? Je sais pas, 5-6 ans. Je me rends plus compte. Ouais, un truc comme ça. Et après, t'es partie ouvrir l'usine à Liège, shop et galerie d'expo aussi. Et ouais, je trouvais pas trop d'endroits où bosser. Je voulais bosser dans le bateau, mais j'ai bien compris que le bateau, ça allait prendre pas mal d'années de chantier. Et puis en fait, avec ma pote Sabina de Liège, on a vu ce magasin un jour qui était alloué. On s'est dit, allez, vas-y, let's go, on tente. Puis on a ouvert ça. Et il y a Kofi qui nous a rejoint très vite. Et voilà, on a commencé à faire des expos, des tatouages, c'était chouette.
Le lieu s'y prêtait tellement bien. Ouais, j'aurais bien aimé voir. Je pense que j'avais vu des photos. Enfin, les expos avaient l'air super, quoi. C'est vrai que c'est super comme concept. En plus, on a eu le bol d'avoir des grands noms, j'ai envie de dire, quand même. Enfin, tu vois, des potes qui se sont prêtés au jeu vraiment bien, quoi. Donc, parce que on n'est pas vraiment, enfin, on n'était pas une galerie à proprement parler, quoi. C'est pas vraiment la super galerie, la classe avec un carnet d'adresses pour faire acheter plein de tableaux, quoi. Du coup, c'était plutôt des expos amicales, on va dire. Mais on a eu des trucs de dingue. C'était super bien. Et après, tu as fait cette folle traversée en bateau du Liège à Douarnenez. J'ai vu le reportage sur ton voyage à bord du Rainbow et c'était vraiment impressionnant parce que ça va être une expérience unique et en même temps flippante et créer beaucoup de souvenirs. Ouais, ça a été unique, c'est sûr. Ouais, ça, je ne le referai plus. Ça, c'est clair, mais non, fallait bien aller à Douarnenez d'une certaine manière, puis j'allais pas laisser mon bateau derrière, quoi. Donc voilà, après 3 ans de chantier, on a fait le voyage, puis c'était... Bon, c'est clair que je ne le referai pas parce j'ai eu les peurs de ma vie là-dedans, mais c'était génial, quoi. Après, j'ai été hyper bien entourée. Il y avait Hugues, mon conjoint qui était là, et puis Claudie, un marinier de Liège, et Gix, un ami d'ici aussi, qui heureusement qu'il était là pour les cartes et les caps et tout ça, parce que moi, la mer, j'y connais que dalle. Ouais, c'est ça, c'était un peu une découverte. Et ça vous a pris combien de temps cette traversée? Un mois. Un mois. Ah ouais. Un mois, il y a eu 3 semaines... 2-3 semaines sur les canaux, parce que mine de rien, pour arriver jusqu'au Havre, faut passer par Paris, mais c'est tout un labyrinthe pour arriver jusque-là. Et puis après, une semaine de mer. Et voilà. Mais c'était... Ça avait l'air fou. Non, mais le reportage était vraiment très très bien fait parce que ça a l'air complètement dingue. Vous avez dû tellement flipper et en même temps, chaque réussite, chaque petite victoire d'être folle, quoi. Ah ouais, non, c'est clair que on a bien flippé, et puis il y a eu des problèmes juste tous les jours, quoi. C'était n'importe quoi. En fait, le bateau, il a 100 ans, il est carrément pas fait alors, il est vraiment du tout pas fait pour la mer, parce que c'est un bateau de rivière, donc il a pas de quille, en fait, au fond. Enfin, c'est juste une coque de noix, en fait. Donc dès qu'on s'est pris un peu des vagues et qu'on s'est retrouvé au large et que ça a commencé à s'énerver un peu, on a failli se retourner, quoi. C'était clairement, on était vraiment, vraiment mal mis, quoi. Donc c'était un gros challenge. C'était, ouais. Je me rendais pas compte parce que moi, j'y connais que dalle, mais je savais que c'était une connerie un peu en le faisant, tu vois, mais ouais, tant que t'as pas essayé, hein. Ouais. C'est quand t'es sur le bateau en mer, tu dis c'était peut-être un peu inconscient. Je sais pas, je suis pas sûre. Quand la journée où on s'est retrouvé dans la merde, là, vraiment, là, je t'avoue que j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Là, c'était vraiment pas une bonne idée. Et puis voilà, tu as un équipage, et puis aussi que j'avais un bébé dans le ventre, parce que j'étais enceinte pendant la traversée. Donc, histoire de cumuler un peu. Histoire de rajouter un passager clandestin. Ah ouais, quand même. C'était un super challenge. C'est bon, là, je pense que j'ai mis la barre assez haut pour pas essayer d'y aller. C'est bon, c'est fini. Maintenant, je suis un parent responsable, j'arrête les conneries. Pour l'instant. Pour le moment. Et tu as aussi souvent proposé d'allier le tatouage à des initiatives solidaires, comme de reverser des bénéfices d'expo ou de participer au salon Emmaüs, celui en 2017 avec Kofi, Sabina, Nag et Gumo. Je me rappelle avoir fait un article là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'allier tout ça ? Parce que je trouve qu'il y a le tatouage brasse un pognon pas possible et que voilà, il serait bien d'en faire profiter un petit peu ceux qui en ont besoin, quoi. Si c'est juste de faire quelques dessins qui peut sortir 3-4 personnes de la merde, on va en faire des dessins, quoi. Enfin, je veux dire,
En ce moment, le tatouage, ça marche super bien. Il y a des gens, je vois certaines personnes qui sont capables de payer des 1000 et des cents pour des crottes sur Instagram. Donc, tu vois, il y a un moment, quand tu vois tous les gens qui sont dans la merde de l'autre côté, tu te dis, bon, on va peut-être profiter, il y a un truc qui pourrait marcher. Et puis, c'est vrai que ça marche. Et puis souvent, les gens qui sont dans la merde, les tatouages, ils y sont sensibles aussi. Dans la preuve, avec Emmaüs, tous les compagnons de chez Emmaüs, tu vois, avant que ce soit le salon Emmaüs, le jour de l'installation, on tatoue les compagnons. Je peux dire qu'ils sont super contents, quoi. Les mecs qui habitent dans les communautés, etc., s'ils peuvent se faire tatouer moins cher par les potes qui viennent les aider, je sais pas, puis même c'est hyper c'est gratifiant parce que tu vois des gens qui sont super heureux. Tu vois, par exemple, il y avait Kofi, l'année dont tu as parlé, il y a Kofi qui a tatoué un monsieur d'une 50aine d'années, je crois, qui a été sauvé personnellement par l'abbé Pierre. Et il lui avait tatoué le portrait de l'abbé Pierre. Et on a reçu un texto de sa fille quelques jours plus tard qui disait « J'avais jamais vu mon père aussi heureux en sortant du tatou. Il avait la larme à l'œil, il en pleurait, quoi. Il était super content, c'était son premier tatouage. » Et lui, ça lui a remonté plein de trucs. Et puis, c'est hyper touchant. Moi, j'adore ça, en fait. Ouais, c'est super émouvant. Et dans quelle mesure tu penses que l'art peut faire bouger les choses ? L'art a toujours fait bouger les choses dans n'importe quel... Pour des tas de choses. Quand tu vois des psychotiques qui arrivent à s'exprimer grâce à de l'art, tu dis que sauver 2-3 personnes qui sont à la rue, ça ne devrait quand même pas être compliqué, quoi. Et la preuve, c'est que l'année d'après, je crois, on l'a fait à Nantes, parce que le salon Emmaüs de Paris était annulé, je ne sais plus pourquoi. Et du coup, on a fait à Nantes, il y avait Mariette, il y avait le Guide, il y avait... on était, je ne sais plus, on était 8-9, un truc comme ça, tatoueurs, et en tout. Et c'était super chouette, et puis pareil, ça a super bien marché, quoi. Donc, si on avait pu continuer avec toutes ces histoires de confinement, etc., je pense que ce serait carrément exponentiel. Il y a même une convention de tatouage Emmaüs qui a été faite en Alsace. Oui, il y avait l'événement à Strasbourg là, qui avait l'air vraiment top aussi. Ouais. Donc, tu vois, en 3 ans déjà, ça a quand même pris pas mal d'ampleur. En plus, ça a été fait dans une communauté avec que les compagnons d'Emmaüs et que du matos de récup. Et puis après, c'est des bénévoles. Les groupes, ils offrent leur concert pour un week-end pour aider des gens qui sont dans la merde toute l'année. Je pense que ça va, quoi. Tu peux donner un peu de ta personne. Carrément. Je suis d'accord. Et tu as aussi fait de la musique dans les cabarets, tu as joué du ukulélé. Est-ce que tu continues à faire de la musique ? Dans quelle mesure la musique aussi influence ton travail ? La musique influence pas mon travail. Je pense que c'est une petite échappatoire qui me change complètement quand je suis en train de jouer ou de chanter. Du coup, je pense pas au futur dessin ou à tel tatouage que je dois préparer. C'est vraiment carrément à côté, et d'ailleurs j'en parle peu parce que voilà, c'est un truc à moi. Pour moi, je mélange pas les deux, quoi, du tout. D'ailleurs, j'ai vachement de mal à jouer devant un public de tatoueurs, par exemple. Ça, je ferais pas, tu vois. Ouais, c'est vraiment 2 passions distinctes. Ouais, ça a rien à voir. Et du coup, je fais plus trop de cabaret ni de ukulélé. J'ai pas eu trop le temps. Vu que voilà, avec le petit enfant, le moment où il dort, le dernier truc que je vais faire, c'est d'aller pousser la chansonnette à côté de sa chambre. Là. Donc voilà, mais j'ai un groupe de musique ici à Douarnenez qu'on a monté l'année dernière. Donc on a fait un concert juste avant le confinement. Donc là, normalement, on rejoue cet été, j'espère, une fois que ça va reprendre un peu, si c'est maintenu. Et voilà, on verra ce que ça donnera. Mm-hmm. Et on va parler un peu de ton style maintenant. Du coup, tu tatoues des flashs, principalement des visages ou des parties du corps humain. Pourquoi tu as choisi de te centrer sur l'expression humaine ? Est-ce que tu continues à remplir des carnets de dessins inspirés par les photos de potes, un peu comme des albums de famille ? Ouais, je continue.
je continue. Là, un petit peu moins parce que c'est vrai que le temps me manque un petit peu en ce moment, mais surtout parce que c'est moi qui prenais les photos principalement, genre dans les soirées, tu vois, genre vers 3h du mat, quand t'as tout le monde qui est un petit peu, qui se lâche un petit peu, et puis tu peux sortir l'appareil photo sans que personne te voit trop, puis tu te retrouves avec des positions improbables et tout ça, c'est rigolo. Donc là, les soirées, il y en a moins en ce moment. Et puis c'est vrai que quand il y en a une, je t'avoue que je sors pas forcément l'appareil photo parce que t'en profites peut-être un peu plus. Mais ouais, par contre, je continue à dessiner dès que je peux. Ça, c'est clair. Et puis, après, j'ai largement de quoi faire en photo dans toutes les années passées pour quand même aller chercher des portraits assez chouettes et tout ça. Donc, ouais, c'est un peu album photo, ouais, comme tu disais, pour moi en tout cas. Tu vois, le fait de dessiner les gens que je connais. Après, pour mes clients, je pense que j'essaye de faire un panel sans trop y réfléchir parce que c'est plutôt la photo qui m'inspire le dessin. Donc, c'est pas moi qui me dis, ah tiens, je voudrais quelqu'un de triste, je voudrais quelqu'un qui rigole. Mais je pense que ça fait un panel émotionnel qui peut parler un petit peu à tout le monde. Donc, ça, c'est au niveau des portraits. Et après, les flashs, je les ai développés parce que je peux comprendre qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas envie d'avoir un regard trop insistant tatoué sur sa peau, qui n'ont pas envie d'avoir le portrait de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou même qu'ils connaissent. Donc des trucs un peu plus neutres, on va dire, genre une méduse, voilà. C'est moins imposant dans le regard, quoi, une méduse. Tu vois. Ça peut provoquer d'autres questions, on va dire. Voilà, pourquoi pas. Donc... non, ouais, au niveau des flashs, en fait, j'ai développé les flashs parce que c'est vrai qu'il y a quand même des trucs que j'aime bien tatouer, comme les animaux de la mer. Hein. T'as vu, il y en a quelques-uns. Ouais, je voulais t'en parler justement. T'as pas mal de flashs qui sont inspirés par la mer et je sais que t'en as une peur bleue. Est-ce que tu as réussi à vaincre cette peur depuis que t'as ton bateau ? Est-ce que tu te dis je combats le mal par le mal en dessinant un peu ces monstres marins ? Enfin, est-ce que c'est une source d'inspiration infinie pour toi ? C'est une source d'inspiration infinie parce qu'il y a tellement de bestioles là-dedans que ça va. Il y a encore du boulot au niveau des trucs qui sont pas dessinés, mais non, je sais pas si je suis en train de combattre. C'est vrai que moi, j'ai hyper peur des baleines, par exemple, mais la dessiner, ça va, tu vois. Je prends moins de risques que d'aller les voir, par exemple. Tu vois. Sur le bateau, je t'avoue que j'y ai pas pensé, j'avais trop de trucs qui me prenaient la tête, donc fallait pas trop que je cogite que dans le fond, il y avait des bestioles, ne serait-ce qu'une sardine, ça l'aurait pas fait. Mais ouais, je sais pas, à mon avis, c'est complètement inconscient parce que je fais pas du tout ça de manière à me venger ou d'essayer de calmer ma peur. En tout cas, ça marche pas. Je vais toujours pas me baigner. Donc, ça peut paraître contradictoire, en fait, d'avoir peur de tous ces animaux et en même temps de les dessiner, de les tatouer, donc d'être confronté à ces animaux marins finalement tout le temps, quoi. Là, ils sont vachement moins dangereux sur le papier, hein, je peux te dire. Mais tu les fuis pas, quoi. Non. Après, il y a aussi un truc, tu vois, où ça a été choisi parce que c'est des formes qui me conviennent, tu vois. Par exemple, dessiner un chat, tu verrais la gueule du chat quand j'essaye de faire un chat, c'est dramatique. Tous les animaux qui ont des poils, c'est naze, quoi. Vraiment, je n'y arrive pas. Les oiseaux, c'est pareil, c'est ridicule. On dirait une patate avec un bec, ça ressemble à rien. J'ai jamais compris vraiment l'esthétique de ce genre de bestiole. Et j'y arrive pas, quoi. Bon, après, si je me penchais plus sur le sujet, peut-être qu'au bout d'un moment, j'y arriverais, mais ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Et par contre, tu vois, il y a plein de bestioles aquatiques comme les phoques, les ours, etc., où je les dessine pas non plus, tu vois. Ça m'arrange bien parce que les écailles, je fais pas les écailles non plus, hein, ceci dit, je fais 3 croisillons, puis ça marche aussi. Tu vois, dès qu'il y a des trucs un peu comme ça, je suis pas super balèze à les dessiner. Donc, les exosquelettes, ça marche bien. Les baleines, il n'y a pas d'écailles, c'est facile. Les pieuvres. Les pieuvres, c'est rigolo, mais bon, encore là, il y a un autre truc à capter au niveau de l'enroulement et tout. Mais... ouais, je crois que c'est un peu une solution de facilité pour éviter les têtes de loup et des trucs comme ça aussi, tu vois. Comme ça, je dirige vers autre chose. Tu vois, c'est l'art de la diversion, ça s'appelle. Tu détournes le regard, ouais. Et comment t'es arrivée à ce type de dessin ? À quel moment t'as choisi de ne faire que du sketch et à quel moment t'as choisi de ne plus tatouer que tes propres dessins et d'arrêter les commandes ?
Bah, ça, c'était en Belgique. Je me souviens que je crois que je venais juste de déménager à Liège ou non, juste avant. Et je me souviens, je tatouais par période de 3 semaines, puis je prenais une semaine de vacances, enfin, pour dessiner et tout ça. Et puis pendant, voilà, j'avais déjà bossé pendant 2 semaines, et puis Guillaume de la boucherie me dit, ouais, est-ce que tu voudrais pas mettre des photos sur Facebook pour actualiser un peu le fil et tout. Je dis, bah non, là, ça fait 2 semaines que je bosse, mais j'ai aucun tatouage dont je suis vraiment fière, que j'ai envie de montrer, quoi. J'étais là, ouais, quand même, ça fait genre 20 tatous, quoi. Une vingtaine de tatous, t'es là, ah ouais, c'est dommage. Et puis le jour même, je tatoue quelqu'un qui me demande un de mes dessins dans mon carnet de croquis, et là, mais je m'éclate grave, je suis trop contente du résultat, t'as envie d'arracher le bras du mec, aller le montrer à ta mère en disant, regarde, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Et de garder le bras à la maison. Veux, quoi. C'est ça que je veux, quoi. Un peu d'autosatisfaction de temps en temps, ça fait vraiment plaisir, quoi. Et j'étais là, mais merde, ça fait un tatouage sur 20, c'est dommage, quoi. Alors, du coup, je me suis dit, ouais, tiens, pourquoi pas essayer. Au pire, si ça marche pas et que les gens me prennent pour une snob parce que je veux tatouer que mes propres trucs, machin, bah, je reprendrai des commandes et puis on verra bien, quoi. Donc c'est sûr que ça a réduit de pas mal de mois ma liste d'attente, ce qui m'arrange d'ailleurs, parce que je suis pas vraiment... j'aime pas trop ça, être booké sur un an, ou vu que je sais jamais ce que je vais faire dans 3 mois, je vais encore changer d'idée et trucs comme ça, bah voilà. Mais au moins, la qualité a primé sur la quantité, quoi. Et là, j'avais envie d'arracher le bras de tout le monde et d'aller le montrer à ma mère tous les jours. Ouais, du coup, t'es plus satisfaite, plus fière de ce que tu fais, et puis tu t'éclates plus aussi, quoi. Bah, carrément. Carrément. Là, t'y crois plus, quoi. Et puis, c'est vrai que dans les commandes, t'as peu de temps déjà pour bosser pour toi. Du coup, tu dois bosser pour les gens aussi. Donc, t'as tendance à aller dans la facilité, dans ce que tu sais déjà faire. Et puis, on te demande souvent aussi ce qu'on a déjà vu que tu savais faire. Du coup, il n'y a pas forcément toujours un truc hyper créatif et nouveau, j'imagine. Bah, c'est ça, ouais. Il y a eu pas mal de fois, genre le baiser de Klimt, par exemple, que j'adore. C'est un tableau que j'adore, mais j'en ai fait 5 fois des adaptations. Ouais, au bout d'un moment, Alors, une fois, tu fermes un œil, là, tu bouges un doigt, là, tu fais... Au bout d'un moment, au niveau créatif, ça stagne un peu, quoi. Et t'as fait beaucoup aussi de collaborations, comme par exemple avec Kofi ou avec Mariette. Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que t'en prévois d'autres? Avec qui t'aimerais collaborer? Bah, avec n'importe qui, moi, que ça me fait toujours marrer, quoi. Bah, ce qui est bien, c'est qu'avec Kofi, on était à côté. Bon, en plus, on habitait ensemble, donc ceci dit, on bossait pas du tout sur les collabs quand on était à côté. Ça se faisait pratiquement aux dernières minutes sur les gens, donc voilà. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est par exemple avec Mariette, c'est que nos styles sont carrément différents. Et en fait, on a tendance à mettre des gens qui avec des styles qui se ressemblent à faire des collaborations, alors que c'est con parce que tu sais plus jamais qui c'est qui a fait quoi. Mais ça fusionne et tu vois, t'arrives plus. Ouais, voilà. Tu sais pas trop qui c'est qui a fait quel dessin. Avec Mariette, c'est clair, et ça fonctionne super bien parce que ça se complète complètement. Et puis en plus, on est super copines, du coup, c'est toujours une bonne occasion de passer une bonne soirée, etc. Mais tu prévois d'en faire d'autres? Enfin, c'est vraiment un exercice qui te plaît, ou c'est plus un peu à l'opportunité ou quoi, au feeling? Bah, moi, je t'avoue que dans des collaborations, en général, je fais pas énormément, hein. Même avec Kofi, tu vois, on prenait ce que les gens... Là, on prenait un peu une commande, et après, il nous faisait confiance. Mais moi, je faisais un dessin, Kofi le prenait, il le découpait. Genre, dès que j'avais un personnage, il ouvrait grand la bouche. Enfin, tu vois, les trucs que Kofi fait, tu vois, il arrache un œil, il lui met un bras plus loin et tout. Et après, il m'imprimait ce que moi, je devais tatouer pour que lui, il soit content de rajouter son fond, etc., tu vois. Après, pour les collaborations avec Mariette, c'est pareil, c'est elle qui a choisi des dessins sur mon site, où elle a fait des tests pour que ça se cale bien, tu vois. C'est rarement dans le sens inverse. Moi, vu que je fais jamais de fond ou de décor ou de trucs comme ça, c'est pas évident que ce soit moi qui vienne me greffer au dessin de quelqu'un d'autre. Oui, ça s'y prête pas forcément. C'est plutôt le truc un peu central. Ouais, peut-être le truc central, ou en tout cas... qui peut servir de base à quelqu'un qui sait faire Photoshop comme Kofi et que moi j'y connais rien, et que du coup lui il fait son affaire avec, et puis après il me dit quoi tatouer pour être tranquille, quoi.
Ouais, ça peut aider. Et est-ce que tu penses avoir participé à la naissance, je sais pas la naissance, mais en tout cas à la renommée de ce style graphique, notamment comme on en parlait tout à l'heure avec la boucherie moderne, avec Yann Black et Lionel, enfin plein d'autres, justement, qui ont vraiment réussi à casser les codes du traditionnel, à réussir à s'extirper de ça et de proposer quelque chose de vraiment nouveau. Bah, ouais, participer, en tout cas, on était dedans, quoi. Ça, c'est sûr que je pense que le vrai fouteur de merde dans l'histoire, c'était Yann Black, qui a envoyé un parpaing dans la mare à l'époque et que c'est là que des gens comme moi, comme Navette, tout le monde, enfin, tu vois, tous les gens qui gravitaient un petit peu autour de Yann à l'époque, en fait, se sont dit « Ah, bah, on a le droit !» Cool. Parce qu'avant on était comme tout le monde enfermé dans tu fais du tribal, tu fais du jap, tu fais du old school. Alors j'adore le old school, c'est pas ça, mais bon, ouais, il y a un moment c'était un peu restreint. Et du coup quand Yann il a tout cassé pour nous, il a ouvert la porte à ce qu'on puisse vraiment s'exprimer. Là, ouais, tu vois tous des petits champignons autour et tout. Je pense que Lionel, c'était pareil. Tout le monde qui ont des styles un petit peu précis qui n'existaient pas avant, en fait. Et je crois que la clientèle n'attendait que ça. Il y en a plein qui ne se faisaient pas tatouer parce que le tribal, le old school, le japonais, ça ne leur convenait pas et que personne ne savait que c'était possible qu'on tatoue autre chose. Donc, à partir de là, vachement plus de gens se sont fait tatouer et vachement plus de tatoueurs ont pu s'éclater et développer. Et tous les jours, tu voyais des nouveaux qui arrivaient avec des idées complètement dingues où t'es là, mais comment je n'y ai pas pensé avant et tu vois, c'était le truc que je te disais tout à l'heure où ça se tire la bourre et du coup, tout le monde est en ébullition et puis et ça devient de mieux en mieux, quoi. Ouais, c'est encore plus créatif. Moi, c'est clairement le style que je préfère. Et même si j'ai toujours été attirée par le tatouage, depuis très jeune, c'est vrai qu'au début, bon, j'adore pas forcément mes premiers tatous, mais à partir du moment où j'ai découvert Yann Black, il y a quand même un truc qui s'est ouvert. On se dit, ah ouais, en fait, tu peux faire ça. C'est possible. Tu peux complètement sortir des looks un peu japonais ou un peu biker, ou des trucs ou dans lesquels tu te reconnais pas, mais en même temps la pratique du tatouage te parle et c'est hyper beau. Tu peux amener du street art aussi. Il y a plein d'artistes qui viennent du street art. Tu peux amener vraiment plein de choses et je trouve que c'était magique. C'est vraiment une moi, je suis trop contente d'avoir appris, on va dire, à cette époque-là, quoi. Parce que, je sais pas, moi, ça devait faire 5 ans que je tatouais, un truc comme même pas, tu vois, un truc dans le genre. Quand j'ai rencontré Yann, c'est le moment où tu commences à être à l'aise, tu te poses, de toute façon, tu apprends toute ta vie à tatouer, mais là, tu commences à rigoler un petit peu, à arrêter de te taper des grosses suées parce que tu as un trait qui part un petit peu de travers, tu vois. Et du coup, t'es moins concentré sur la technique de tatou et tu peux vraiment te concentrer plus sur l'aspect graphique et de ce que tu as envie de montrer. Et là, tu as Yann qui arrive et qui t'ouvre une autoroute de possibilités et tu es là, mais merci, parce que c'était pile poil le bon moment, quoi. Après, je dis ça, mais moi, par exemple, par rapport à mon style, comme on dit, ça a quand même mis vachement de temps. Et au début, quand je l'ai ramené en France, parce que c'est aux États-Unis que j'ai pu les faire la première fois, ce style-là, parce que c'est eux qui m'ont demandé. Quand j'ai ramené ça en France, les tatoueurs me disaient non, c'est pas du tatouage. Ah ouais, donc ça n'a pas été super bien accueilli par les tatoueurs ou par les tatoués finalement. C'était certains tatoueurs, ouais, qui me disaient non, ça va pas. Faut que ce soit clean, quoi. C'est pas comme ça qu'on fait là, faut que ça soit, c'est pas fini, quoi. Non, voilà, c'est pas fini, quoi. Et quoi, je me souviens, une fois, j'étais en convention, j'avais organisé une convention avec que des artistes filles à Paris, avec des copines, Ellie et Andromaque, on avait fait une convention avec que des artistes femmes. Et je me souviens, je travaillais comme ça. C'était vraiment le début où je faisais un peu les trucs où je rentrais des États-Unis et que j'osais un peu montrer ça. Et j'avais fait un dessin et j'avais fait je faisais des cadres autour. Et je faisais un trait du cadre et puis l'autre trait un peu tordu exprès autour. Et puis
Je fais le deuxième trait tout pourri autour, et puis je vois les gens qui regardaient, genre, ah ouais, oh là là, bah, c'est pas gagné, elle. Et tu sais, t'es là, genre, mais non, mais c'est fait exprès, mais t'as pas envie de te justifier, parce que c'est encore pire, enfin, genre. Là, tu passes quand même par des trucs où t'es là, je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire là. Tu te sens incomprise. Ouais, c'est ça. Ça met 5 000 ans. Hein. Et du coup, tu te sens, l'éternel débat, mais artiste, artisane ou les deux? Oh non, artiste. Artiste, parce que bah voilà, vu que je peux maintenant me permettre de faire que mes dessins à moi, voilà. Après la technique devient. La technique est, enfin, c'est pas forcément la technique le plus important. Je pense que au niveau tatouage, c'est pas de l'artisanat, c'est surtout l'approche avec les gens en fait. La technique, une fois que tu l'as, il y a toujours des trucs où tu te fais chier et faut avancer et changer de matériel et découvrir d'autres trucs et tout. Mais une fois que ça c'est acquis, après c'est plutôt, comme je te disais tout à l'heure, l'instant que tu passes avec la personne. Je pense que le niveau psychologique et surtout la bienveillance font 50% du boulot, quoi. Que le moment ça se passe bien, que tout ça. Après voilà, tout le reste c'est artistique. Oui, à partir du moment où tu vis de ton art, je pense que voilà, se considérer comme artiste. Oui. Puis je fais plein d'autres trucs aussi au niveau artistique à côté du tatou, quoi. Tu vois, des expos, des machins. Là, ça y est, j'ai découvert un nouveau truc. Je ne dors plus la nuit, là. La gravure. J'ai vu les prints. C'est trop beau, mais par contre, c'est parti trop vite. J'ai même pas eu le temps de dégainer. C'était déjà. Ça s'est envolé, mais c'est trop beau, ouais. Le rendu est vraiment top. J'aimerais bien voir en vrai, quoi. En vrai, bah ouais. Mais déjà en photo, tu vois le super rendu. Ah, c'est fun. Mais après, voilà, tu vois, là, je reprends le kiff de rater, tu vois. Ça faisait longtemps, tu vois, t'as très peu de temps. En plus, avec le confinement, etc., mine de rien, j'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler. Donc, c'est très bizarre ce que je dis, c'est complètement l'opposé que la plupart des gens, mais en fait, voilà, pas eu trop le temps. Et dès que je dis une commande, tu vois, pour faire un dessin pour un t-shirt ou un machin, etc., tu vas très très vite au plus efficace. Faut qu'il marche. Et vu que j'ai genre 1 heure chrono pour réussir à faire un dessin, tu fais le plus simple, quoi. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de foirer, genre parce que une série de 12 gravures, il y en a 35 foireuses derrière quand même. Hein. Donc j'ai mis le temps à être là, mais pourquoi ça marche pas avec moi? Je comprends pas. Et puis j'ai testé des trucs en connaissant absolument rien. Je suis pas du genre à aller regarder des tutos, je pense pas à cette option. Donc tout s'éclaire, c'est quand j'y pense en fait. Mais tu préfères te casser la gueule et recommencer? C'est pas un réflexe que j'ai en fait. Tu vois, je vais appeler tout le monde, mais j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, là ça y est, je commence à... Voilà, j'ai encore des trucs à élucider, mais je m'éclate carrément. Ça fait trop plaisir de faire des nouveaux trucs, quoi. Donc ouais, là, c'est là que tu te sens artiste, là. Quand tu sais qu'à partir de là, tu es complètement obsédé du matin au soir par est-ce que j'ai mis assez d'encre là et est-ce que j'ai mis assez de pression sur cette gravure, là, tu te dis, il y a quand même quelque chose, quoi, en fait. Et puis d'avoir plein de supports différents, finalement. Enfin, le papier, la peau, faire des gravures. Enfin, c'est ça aussi qui est cool de pouvoir multiplier les supports et les moyens d'expression. Pouvoir multiplier, puis ce qui est chouette aussi, c'est que les gravures peuvent être tatouées, quoi. Ouais. Oui, tout est complémentaire. C'est multiplié, mais c'est complémentaire, ouais. Parce que c'est vrai que je pense pas forcément, tu vois, mais genre, je fais rarement de la peinture avec des gros coups de pinceau que là, je pourrais pas tatouer. En règle générale, t'as quand même... Je pense pas à celui-là, je vais vouloir le tatouer, tu vois, c'est pas du tout le but à la base, mais j'aime bien... Mon vrai métier, quand même, c'est le tatouage, et c'est tout le temps sous-jacent en se disant « Ah, ça, sur peau, ça va déchirer. Enfin, il va falloir que je trouve une technique pour pouvoir le tatouer avec cette encre qui bave, comment je vais faire pour le reproduire, tu vois. » Oui, tu te sens d'abord tatoueuse, et après, plus illustratrice ou peintre ou quoi que ce soit, mais comme tu dis, ton premier métier, c'est plutôt d'être tatoueuse. Mon métier, c'est d'être tatoueuse. Oui. Tout simplement. Ça, c'est clair que... Voilà, mon métier, c'est tatoueuse. Après, tout le reste,
Mon métier, c'est pas peintre, c'est pas illustratrice, c'est pas. Non, c'est tatoueur. Ça, c'est clair. J'ai fait ça toute ma vie. Je veux pas. On va pas changer maintenant. Non, ça va être compliqué, ouais. Et justement, tu as connu le tatou avant Internet. Et ça paraît fou, mais... Le dinosaure. Bon, ça va, hein, je fais partie des dinosaures aussi. Mais du coup, ouais, comment on faisait pour se faire une clientèle, il fallait savoir tout faire, comment on arrivait un peu dans le tatou, c'est quand même différent, quoi. Bah ouais, fallait savoir tout faire. Bah, l'apprentissage était quand même vachement plus hardcore que... Je sais même pas s'il reste vraiment des vrais apprentissages aujourd'hui. Mais ouais, ça pouvait être long. Moi, j'ai des potes qui ont dormi pendant 3 jours d'affilée sur la porte du magasin de tatouage pour être pris en apprentissage, quoi. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir à faire ça, mais ouais, c'était bien old school, quoi. Bah, par rapport au dessin, fallait avoir une méga bibliothèque. Mais bon, quand tu as 20 ans, tu te trimbales pas avec une bibliothèque de super bouquins. Et du coup, tu t'apprenais, c'était les conventions, quoi. C'était super important, en fait, à l'époque. Pour apprendre et pour se faire connaître. Pour se faire connaître, c'est primordial. De toute façon, il n'y avait pas Instagram. Je crois que c'était une époque, les tatoueurs de maintenant, ils ne pourraient même pas s'imaginer. Parce que tu prenais encore ton tatouage avec un appareil argentique. S'il fallait attendre une semaine pour voir si ta photo, elle était floue ou pas. Quand ton tatou, tu viens de le réussir, tu es trop content et tu le laisses partir, mais tu sais même pas si tu as une trace, eh ben, tu n'as pas pu prendre avec ton super iPhone, je sais pas quoi là, tu n'as pas pu prendre 15 photos sous tous les angles en essuyant parce qu'il y a du savon dessus et tout ça, tu vois. Tu pouvais pas faire ça. Et quand ta photo elle est floue ou mal cadrée, ben, ton tatou, tu le revoyais plus jamais, quoi. Il disparaît avec son propriétaire. Ouais, quand tu as passé genre je sais pas combien de vingtaines d'heures sur un dos, et que tu lui dis bon bah salut, j'espère que j'ai une trace, et l'autre il repart je sais pas où, bah ouais, t'es content d'avoir une trace quand même. C'était rien que ça, tu vois, c'est marrant, mais c'est un truc que maintenant on n'a même plus idée. C'est impossible à imaginer maintenant. Je pense que pour ceux qui vont commencer plus tard, à imaginer que tu fais pas des photos, tu communiques pas comme ça dessus, c'est très très bizarre. Bah ouais, puis tu pouvais pas le montrer à qui que ce soit, le truc. Qui c'est qui va avoir ton book? Convention de tatouage. Il n'y a que là que tu... Ou alors, moi, je l'ai fait, de me trimballer avec, tu sais, les albums photos avec une seule petite photo dans la poche, dans les bistrots pour essayer de choper des gens à tatouer, tu vois. Mais tout le monde s'en fout que tu sortes un album, un book de tatou dans n'importe quel bar, enfin, tu vois. Donc, il fallait des conventions. Maintenant, c'est sûr qu'on peut avoir des sites internet, on peut avoir Instagram, Facebook, tout ce que tu veux, mais à l'époque... C'était tes petites photos argentiques que tu mettais, que tu collais dans un album, quoi. Il fallait aussi apprendre à savoir tout faire en termes de style avant de trouver son chemin et d'imposer un peu son propre style, de le trouver et puis de se dire bon, maintenant je veux faire ça parce que c'est ça qui me correspond, c'est ça que j'aime faire. Il fallait d'abord être capable de faire du jap, un signe chinois, un lettrage, enfin vraiment de maîtriser tous les styles, alors que j'ai l'impression que maintenant on peut commencer en disant moi je veux faire que ça, et du coup ne pas avoir à explorer d'autres styles. Ne pas avoir, ouais, c'est exactement ça le truc en fait. C'est que maintenant c'est très facile, quoi, et ça a été toujours une démarche qui est difficile à avaler pour pas mal de gens, en fait, parce que je vois par exemple Yann Black ou Jomu. Regarde Jomu, qui a un style, quand il se met à dessiner, mais c'est académique. Je sais pas si tu vois ses dessins réalistes, mais c'est académique, vraiment. Et lui, il va choisir des petits dessins, un peu de prison, etc., qui sont hyper simplifiés, mais ça, c'est du choix. Et c'est pas parce qu'il ne sait pas dessiner autre chose. Et malheureusement, je ne parle pas de tout le monde, il y a des super tatoueurs, même qui commencent maintenant, et qui veulent imposer leur style, mais parce que souvent, ils ne savent pas faire autre chose, quoi. Et nous, à l'époque, ouais, c'était ça, on était obligés. De toute façon, si tu voulais bosser, les gens, ils ne rentraient pas parce que tu avais un style, ils rentraient parce qu'ils voulaient un tatouage. Et le tatouage qu'ils voulaient, ils le voulaient maintenant, et puis si c'était pas toi, c'était l'autre, quoi. Donc si tu savais pas faire une carte coille, et puis le lendemain un cœur old school, et puis le lendemain un super lettrage calligraphié,
et puis le lendemain une pomme, et bah voilà, de toute façon il y avait le voisin qui allait prendre les thunes, et puis c'est sûr qu'on galérait un petit peu plus que maintenant, les prix n'étaient pas les mêmes non plus. Donc fallait tous les jours voilà, savoir faire un dragon, une geisha, un truc. Et si tu avais un petit peu de déontologie, tu te prenais vraiment la tête sur les codes. Par exemple, les codes japonais ne sont pas du tout les mêmes que le code de tribal, par exemple. Rien dans le tribal, il y a 50 styles différents entre le marquisien, machin, etc. Donc voilà, après, tu peux approfondir dans plein de styles, et il fallait le faire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été élevée dans le tatouage en approfondissant chaque style. Mais bon, c'est crevant, quoi. T'as pas que ça à faire le soir quand tu rentres, quand même. Mais du coup, tu dors peu au début. Tu dors peu. Donc maintenant, je pense qu'il y a un manque de ça. C'est que malheureusement, et peut-être qu'on a participé avec Yann, Lionel, tout le monde, en donnant des styles épurés comme ça, parce que y en a plein qui se sont dit « Ah, bah c'est cool, j'ai pas besoin de savoir vraiment bien dessiner, j'ai qu'à faire 3 lignes, et puis regarde, ça marche. » Ça ne marche pas pour tout le monde. Hein. Ça, c'est sûr qu'il y a un travail en amont qui est énorme pour pouvoir arriver à ce genre de résultat, quoi. Ouais, puis le tri se fait. Puis c'est vrai qu'avant, t'avais pas forcément... Enfin, les gens n'allaient pas forcément traverser la France, l'Europe, enfin, voilà, pour aller te voir, parce que finalement, il fallait trouver quelqu'un qui sait un peu tout faire et qui est quand même plus dans la proximité, même si la proximité est encore aujourd'hui très importante et parfois... pas forcément une bonne idée, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément, il y avait pas même peut-être ce côté culte finalement aussi hein, de l'artiste tatoueur maintenant quand même, qui est aussi, on va, alors c'est vrai qu'il y a des styles affirmés, et on va choisir quelqu'un pour son style, mais parfois les personnes peuvent devenir inaccessibles, où il n'y a jamais de contact humain avant le jour du rendez-vous, après 3 ans d'attente, enfin parfois c'est démesuré aussi, quoi. Bah, je pense que là, c'est carrément démesuré, mais je pense que la différence, en fait, c'est qu'avant, c'était pas le tatoueur qui était culte, c'était le tatouage. Ouais. Le fait de se faire tatouer, ça faisait flipper tout le monde, tu vois. Moi, je me souviens, passer la porte d'un magasin de tatou, tu rentrais dans un truc où t'avais peur des gens, quoi, tu vois. Ah, la première fois, tu fais pas la maline. C'était pas le tatoueur. C'était pas le tatoueur qui était. En général, c'est des gens normaux, les tatoueurs. Hein. Ils sont pas plus méchants les uns que les autres. Et puis voilà. Mais c'était vraiment l'aura du tatouage. T'allais te faire tatouer un truc japonais ou un tribal ou un old school. C'était ça qui comptait, quoi. Là, maintenant, c'est le tatoueur. Ouais. Et donc, t'as tout le truc des rockstars. T'en as, je sais pas combien de fois j'ai entendu, moi, j'ai rendez-vous chez tel tatoueur. Tu te rends compte, il a 3 ans d'attente. Ok. Cool. Et donc voilà, c'est ça, là, tu vois. Maintenant, évidemment, ça va être le nombre de likes, tu vois, qui va faire que le tatoueur, il est trop bon, quoi. Après, il est peut-être bon, mais après, c'est peut-être un gros con. Tu vas passer un super sale moment avec un énorme truc qui est hyper trash metal, tu vas souffrir. Je sais pas, chacun a le tatouage qu'il mérite, chacun cherche ce qu'il veut dans le tatouage, et voilà, chacun a sa manière de tatouer et de donner à ses clients, quoi. Et comment ça va évoluer à ton avis? T'as une petite idée? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Il y a 10 ans, je me serais jamais douté qu'on en arriverait là. Tu vois? Là, j'étais en train de te parler des photos en argentique. T'imagines bien que je pensais pas que ça allait exister. Il va y avoir des trucs que j'existe pas. Je sais pas. Ils vont faire des tatouages en imprimante 3D, par exemple. Ouais. Et ça va paraître normal à tout le monde. Ou ça va être des implants en 3D, je sais pas. Ça se trouve, ils vont trouver des nouvelles technologies. Jusqu'à maintenant, l'imprimante, ils ont toujours pas trouvé. Je pense qu'on est assez safe au niveau old school, tu vois, dans la manière de faire, en fait. Ouais, il y avait la machine à tatouer quand même qui était sortie. Ouais, je connais pas beaucoup de machines à tatouer dans les supermarchés, si tu veux. Non, mais je veux dire qui existe et où tu peux faire un truc où ça peut te faire, par exemple, quelque chose de géométrique parfait. Bon, après, c'est pas du tout le même rapport, mais non, bien sûr, c'est pas. J'en ai jamais vu, en tout cas. J'ai pas moins de boulot, donc normalement, je pense que. Non, mais regarde, le tatouage avec les putes, c'est le plus vieux métier du monde. Donc il y a un moment, faut bien se rendre à l'évidence que c'est pas une machine qui va pouvoir nous remplacer, ni les putes, tu vois. C'est pareil. Non, c'est sûr. Donc voilà, il y a un moment, c'est l'humain qui fait le job, quoi.
Alors après, Ouais. Est-ce que tu crois qu'on a fait le tour ou ouais, justement, il y a encore des choses à inventer, même alors au-delà de, enfin, il y a la technique, mais même dans les styles, dans les symboliques, est-ce que, ouais, il y a peut-être encore des choses à... ouais, il y a sans doute des nouveaux trucs qui vont arriver. Après, au niveau style, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de techniques qui ont été bien balayées déjà. Je sais pas ce qu'on va pouvoir inventer de plus, quoi. Mais je sais pas. Il suffit d'un petit déclic. Tu vois, quelqu'un qui pense à un truc et personne n'y avait pensé. Tout. Ouais, c'est comme en musique, quoi. Si tu te dis que Beethoven il a tout fait, tu fais plus rien, quoi. Bon, tu vois, ce serait dommage d'arrêter. Autant essayer de continuer. Et puis si quelqu'un l'a déjà fait, tant pis. Mais franchement, j'ai aucune idée de ce qui va bien pouvoir se passer plus tard. Je te dis, il y a 10 ans, on se disait que c'était comme ça et pas autrement. Et là, Autant être surpris. à mon avis, il y a moyen d'être surpris, ouais. On verra. On n'est pas à l'abri, ouais. Non, tu m'étonnes. Et quelles sont les prochaines étapes pour toi? Est-ce que tu as des nouveaux projets en cours? Non, pas vraiment. Non. À part les gravures, là, où je m'amuse bien, tu vois. Mais ce petit confinement et compagnie m'ont transformé en sédentaire. Et puis, je t'avoue que j'aime bien. Je suis assez bien. Même au niveau convention, ça m'a un peu calmé aussi. Enfin, je pense que voilà, j'ai quand même donné pas mal pendant 20 ans, autant à me promener et tout ça que maintenant voyager, peut-être le faire un peu différemment. Puis voilà, avant j'avais pas de gosse non plus, j'avais pas tout ça, du coup peut-être voilà, prendre du temps. Je t'avoue que pour le moment, ouais, le côté sédentaire, c'est bien, je suis bien sur mon bateau. Voilà, peut-être dans 6 mois, je te dis complètement l'inverse, hein, j'en sais rien, mais pour le moment, en tout cas, passer un peu de temps ici, c'est cool. Quand tu auras fait le tour et que la bougeotte t'aura rattrapé. Bon, après, évidemment, tu vois, j'ai hâte de pouvoir revenir à Paris un petit peu, bosser chez les trappeurs avec les gars, Roberto, Lionel, Estelle, tout ça. Mais voilà, toutes les tentatives de guest qu'on a posées ont été toutes pourries, donc j'arrête d'espérer, là. Bah oui, t'as vu, hein, À chaque fois, on n'a pas réussi. À chaque fois, on a dû repousser, mais... Donc voilà, il y a ça, l'Angleterre qui me manque aussi vachement, donc il va falloir y retourner bientôt quand même. C'est un peu vital. Et puis le Canada, quoi. Il y a des gens à voir aussi là-bas. Les bonnes destinations. Ouais, mais je pense que ce sera peut-être plus vacances que boulot là. Je pense qu'il y a un côté sentimental à assouvir vachement plus pressant que le côté travail, dans un premier temps. Carrément, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup Léa pour cet épisode. Avec grand plaisir. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.